Bonjour à tous, grande joie d'être avec vous. En fait, je suis ambassadrice des enfants. Donc derrière moi, il y a 1 million de personnes qui ont été, je dirais pas sauvées, mais qui ont découvert une nouvelle autonomie, qui ont découvert leur faculté de multiplier leurs efforts et qui ont développé ensemble un idéal peu commun. L'idéal de servir, l'idéal d'être au service de l'autre, l'idéal d'aider. Et en fait, je voudrais vous présenter le début de ce travail. Si j'avais 3 minutes, je vous dirais seulement qu'au début, il y avait 10 enfants qui mouraient dans ces mines, il y a 20 ans, quand j'y suis arrivée comme consultante. Et ces 10 enfants se sont mis ensemble pour que l'horreur absolue s'arrête. Ça veut dire que ici, vous êtes à Potosi, où il y a eu 8 millions de morts depuis la colonisation. Cette femme que vous voyez en haut à droite, c'est Sophia. Elle me disait, donne-moi l'enfer à la place de cette vie, parce que l'enfer, je ne le connais pas, mais cette vie, oui. Et en bas, vous avez Maria, qui est 1000 mètres sous terre, et qui nous renvoie chacun au fond de nos entrailles pour nous dire quel or est-ce que j'ai extrait vraiment pour être l'alchimiste de ma vie. Quelle beauté véritable est-ce que je sais exprimer pour le monde? Comment est-ce que j'ai su allumer la lampe de ma vie pour passer de ces ténèbres à la lumière véritablement? Et comment est-ce que j'exerce ma créativité? À combien de pourcents est-ce que tu es créatif de ta vie? À combien de pourcents est-ce que j'arrive à exprimer mon potentiel global? Et ces enfants ont su répondre. Ces enfants qui meurent, s'ils glissent, s'ils tombent, ces femmes qui trient le minerai, déjà triées 3 fois par les hommes. Et Alberto, que vous voyez là, en est un des exemples, puisque finalement, pour transformer nos vies, je pense qu'il n'y a que l'exemple. C'est que par l'exemple de notre transparence, de notre honnêteté, de notre profondeur, que quelqu'un peut être touché. Si l'exemple n'est pas vraiment pur, on ne l'écoute pas. Et Alberto, ce gamin qu'on a sorti de la mine, il a commencé à multiplier ses talents, il est devenu professeur de musique, et puis il a créé une entreprise avec 25 000 panettones à Noël. Ça veut dire 10 ans plus tard, il a su engager pour faire cette entreprise qui est née des enfants, de leur souhait de fabriquer un Noël pour tous les enfants de Bolivie, et avec 400 personnes qui ont su collaborer pour y travailler. Ensuite, comment est-ce que cette multiplication a été possible? Par les microcrédits, mais pas des microcrédits avec des intérêts usuraires. Ça, c'est une réunion de microcrédits. Donc, c'est des vraies banques de confiance où tout le monde discute et imagine son projet à partir d'une misère absolue, où tout le monde est dans les chiffres rouges, où personne n'a de quoi se payer la moindre bonbonne de gaz ou la moindre nourriture. Ces réunions-là ont été décidées donc, depuis le début avec un fonds rotatif. Au début, on a eu des grosses sommes pour faire un fonds rotatif important. Et sans intérêt, les gens remboursent en ayant l'impression plutôt qu'ils remboursent au suivant. L'exemple d'un microcrédit avec une femme, cette femme elle est arrivée à gauche un jour où son mari avait voulu la tuer. Et puis, elle nous raconte son histoire terrible. Et Janet, que vous voyez à droite, qui était une fille de la rue, responsable des microcrédits, du comité des microcrédits, avec nos trésoriers, lui donne son microcrédit. Et avec l'aide de toutes les femmes, en 1 semaine, elle avait sa boutique. Ça, la capacité de créer, la capacité d'être créatif, véritablement, je crois que c'est très lié à l'idéal. Ça veut dire que quand on crée, le centre de créativité, c'est dans la gorge, en fait. Et ça s'appelle Voix libre parce que je suis aussi cantatrice, et tout le travail se fait en essayant de libérer, non seulement libérer tous les traumatismes qu'ont vécu ces foules, mais tout ce potentiel créateur, toute cette invocation permanente qu'on sent dans nos vies pour arriver à créer de la lumière et quitter cet enfer. Et maintenant, on a une vingtaine d'entreprises, mais ça, c'est une entreprise assez touchante. Imaginez que les femmes qui vivent dans cet enfer, aujourd'hui, regardez leur tête en bas, elles ont inventé des bougies arc-en-ciel. Par milliers, elles fabriquent des bougies arc-en-ciel qui sont simplement superbes. Donc, c'est passé on dirait, de l'esclavage à l'entrepreneuriat, à la faculté d'inventer elles-mêmes des produits qui transforment leur vie.
Ça, c'est aussi un projet très innovant. En Bolivie, vous imaginez qu'il n'y a pas de femmes menuisières, ou pratiquement pas. Ces femmes ont décidé de faire une menuiserie, toute une évolution. Il y a une toute petite menuiserie avec les jeunes, ensuite une moyenne, et voici la grande, qui a déjà formé 400 femmes des mines qui ont pu quitter l'enfer pour devenir des vraies menuisières. On croule sous les commandes. Elles ont même dû faire, les semaines dernières, des grandes portes et des grands intérieurs d'hôtels à la mode du rock 1960 en Amérique. Donc c'est assez étonnant de voir comment quand les gens y croient, et en fait, ce qu'ils ont fait, j'ai l'impression que c'est inverser la pyramide de Maslow. Vous savez, la pyramide de Maslow est de tous les besoins. Les besoins principaux, c'est tous ces besoins élémentaires et matérialistes. Et en fait, dans cette nouvelle société qui vient d'être créée, on commence par l'amour, on commence par la réunion entre les gens, on commence par la compassion, la bonté, la gentillesse entre les gens. Tous ces gens dont je vous parle, ils ont été maltraités. 70% de ces femmes en Bolivie ont été maltraitées et abusées. Et les enfants, 85% des enfants sont maltraités en Bolivie. Donc imaginez que cette nouvelle société entrepreneuriale et de paix est créée par les plus violentés, donne à réfléchir sur quels sont les outils de transformation dans vos vies, dans ma vie. En fait, la souffrance est un outil principal, dans la mesure où on devient un artiste et qu'on arrive à se dépasser, à sublimer les difficultés. Entreprise de construction créée par les jeunes, des jeunes qui ont décidé de construire toutes les écoles. Donc des entreprises qui ne sont pas top-down, mais des entreprises qui sont parties de tous ces jeunes qui n'avaient pas d'école, qui n'avaient pas de réfectoire, qui n'avaient pas d'endroit pour dormir. Et s'il n'y a pas d'endroit pour dormir et qu'il n'y a pas d'internat, pas d'école pour les enfants. Donc avec cette entreprise de construction, on a construit au moins une vingtaine, si ce n'est pas une cinquantaine d'écoles et d'internats dans toutes les campagnes de Bolivie. Et la Bolivie est grande pratiquement 2,6 fois comme la France. Donc on a commencé dans un endroit, Potosí, puis ensuite on était sur l'Altiplano jusqu'à La Paz, jusqu'à Cochabamba, dans toutes les villes importantes. Ça, c'est vraiment un scoop, parce que feriez-vous dans les mines où vous n'avez que des cailloux, avec des dizaines de milliers d'enfants à nourrir? Eh bien, c'est les jeunes qui ont inventé cette solution. Vous voyez la terre derrière, il n'y a rien à faire, rien à manger, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une salade. Les enfants ne connaissent pas les tomates. Et ensemble, on a inventé ces serres semi-souterraines. Vous voyez, on a creusé 2,50 m et avec un plastique transparent par-dessus. Et à l'intérieur, on a mis de l'humus et on a 4 récoltes par année. On a fait des livres, des fascicules de formation pour fabriquer ces walipinas, ces serres semi-souterraines, qui donnent ces 4 récoltes. Et maintenant, on est en train d'en construire une grâce à Michel Baumann, The Mill, si vous connaissez. Il y aura une conférence que je vous recommande vivement vendredi après-midi, The Mill, un grand événement annuel qui est organisé sur la place de Plainpalais pour encourager la souveraineté alimentaire. Et grâce aux sous qui ont été récoltés il y a un mois, merci Michel, on peut faire encore une nouvelle Walipina. On a déjà fait 30 structures comme ça. C'est des structures importantes qui coûtent assez cher, mais qui changent complètement une communauté. Ça, c'est la quinoa. La quinoa, c'est aussi un projet intéressant et novateur lié aux jeunes. Pourquoi ? La quinoa, dans toute la région du Salar d'Uyuni, en Bolivie, tous ces paysans, il ne restait que cette poignée de paysans, dans des communautés où, en fait, il y avait des centaines et des centaines de familles qui sont toutes parties vivre, qui ont quitté la Bolivie par manque d'argent, qui sont parties vivre dans les bidonvilles en Argentine, au Chili. Et puis, le lancement de ce projet de quinoa, la quinoa, c'est le riz des Incas. C'est une céréale qui est extrêmement riche, qui a plus de protéines que le poulet, qui est extrêmement digeste, et qui est la plante des Boliviens. Simplement, les Espagnols l'ont brûlée, et depuis, elle n'a plus de bonne réputation, et même les Boliviens en mangent très peu et pensent que c'est indigeste. Donc, on a relancé la culture de la quinoa, on a fait une diversification des produits, des barres énergétiques, du muesli de quinoa. Ici, vous voyez Jeannette, une fille de la rue qui était responsable des barres de quinoa. Et ensuite,
chose très intéressante, on a vu dans ces campagnes des centaines de familles revenir des bidonvilles pour repeupler leurs campagnes. Tout ça parce que simplement des jeunes ont dit non à l'exil, ont dit non à quitter leur pays et sont restés sur leur terre bien-aimée, sur leur Pachamama. Donc l'impact en 20 ans, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est qu'à partir de ces 12 gamins, on a 1 million de bénéficiaires aujourd'hui. 222 infrastructures, des conventions avec toutes des conventions et un travail de bonne gouvernance avec toutes les mairies actuelles. Et puis surtout 500 employés aujourd'hui en Bolivie. Mais quels employés? Des employés qui sont les enfants que nous avons connus tout petits, les enfants qui étaient les enfants battus, les enfants muets, les orphelins, les enfants maltraités. Par exemple, qui dirige la fondation aujourd'hui en Bolivie? Regardez cette image, vous voyez la petite qui est dans le cercle? C'était il y a 20 ans exactement, quand j'ai commencé dans les prisons en Bolivie. Pourquoi? Parce qu'il y avait tous ces enfants qui étaient complètement à l'abandon et qui vivaient beaucoup de violence. Cette petite, elle s'appelait Mercedes, elle peignait très bien. Je me suis juste occupée de voir qu'ils puissent tous aller à l'école, et puis j'ai commencé les microcrédits avec les prisonniers. Aujourd'hui, c'est Mercedes. 15 ans plus tard, elle est coordinatrice générale, elle gère tous les problèmes légaux, toutes les nouvelles lois, des nouvelles lois contre la violence en Bolivie. Donc, je vous laisse juste imaginer qu'on dit 1 million de bénéficiaires, mais quelle qualité de bénéficiaires? Ce n'est pas des bénéficiaires à l'appel comme ça. Vous imaginez la dose d'amour, la dose de patience, la dose de courage pour accompagner un enfant qui est en prison, le nombre d'embrassades, de mots gentils, d'encouragement, de solidification de leur idéal, de croire malgré tout à la vie alors que le père est en prison et que la mère a été battue et reste dans la rue. Si je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire que si ce projet, si on arrive à faire ces miracles-là avec les derniers, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour tous les drogués, les alcooliques, tous les jeunes qui sont dans la rue à Genève? Pour les 2000 qui vont chercher leur drogue tous les jours au centre derrière la gare? Quel optimisme est-ce qu'on a avec les cas sociaux? Parce que ces stratégies-là, ça montre quoi? Ça montre qu'au lieu de mettre des budgets énormes d'assistance avec soi-disant les derniers, si on considère les derniers comme les plus intéressants, parce que c'est eux qui ont la plus grande expérience de la misère, et lorsqu'on met la loupe sur leurs problèmes, on a toutes les solutions politiques, économiques et sociales. Plutôt que de faire du post-colonialisme et de dire « Oh, ces pauvres enfants, on va s'en occuper, on va leur donner à manger, on va leur donner des choses. » C'est jamais de donner qui fait. C'est lorsque nous, on prend conscience que le dernier, il est en nous et qu'on a aussi ce manque-là, qu'on a aussi cet enfant des rues qui a envie de partir en claquant la porte, qu'on a aussi cet enfant ces mines en nous et qu'on creuse en se demandant si vraiment notre vie est valable. J'ai tout appris des enfants. Et ma grande joie, c'est de les avoir ouverts au chant. Là, ils partent à l'école en chantant. Ils ont ouvert la bouche, alors que depuis 5 siècles, ils sont muets. Les enfants qui font de l'art martial, c'est des gamins qui étaient dans la rue et qui ont appris à se défendre, qui sont en blanc au bord du lac Titicaca, qui savent dire non, qui sont entrés dans la force de leur corps, et qui ont su déposer au fond de l'eau, en faisant du watsu, tous les soucis qu'ils ont eus. Et qui sont prêts, eux aussi, à voir comment, dans la vie, comment ils peuvent transformer ce silence en éveil nouveau. Comment est-ce qu'ils peuvent passer à un nouveau stade de conscience. Regardez ici, ce jeune, Rouvenal, il est impressionnant parce qu'il était muet, ce gamin. Il arrivait, il était bleu, tellement il avait été battu. Aujourd'hui, c'est lui qui est responsable d'une radio locale qui parle à 100 000 personnes tous les jours. Et l'émission qu'il a mise au point s'appelle comment? Despierta ya. Ça veut dire réveille-toi aujourd'hui. Et quand on est en survie, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que pourquoi est-ce qu'ils sont merveilleux? Pourquoi est-ce qu'ils me touchent comme ça? Pourquoi est-ce que je les adore, ces enfants et toutes mes équipes avec? Parce que quand on est en survie, on est totalement présent. On est totalement présent et on consolide un idéal absolument bouillonnant et passionné. Je crois qu'ils sont à l'abri des addictions matérialistes. Ils sont à l'abri de la consommation. Je me souviens que quand j'ai hébergé des gamins dans des premières maisons, on avait juste
un matelas et un toit. Et je leur disais, vous avez besoin de quoi? Ils me disaient quoi? Ils me disaient, mais rien. On a à manger, on est ensemble et on a un matelas. Donc je pense que c'est ces gens, c'est les enfants qui ont souffert, les enfants qui souffrent, qu'on peut voir, les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont les derniers. Ils ont cette leçon à nous dire, finalement, tu n'as besoin de rien, juste à l'intérieur, écoutez. Et peut-être que je l'ai appris parce que j'ai un de mes enfants qui est sourd. Donc j'ai passé, si vous vous bouchiez les oreilles maintenant, vous entendrez qu'à l'intérieur, il y a une vie énorme. Qu'à l'intérieur, il y a les vrais sens qui résonnent. Qu'à l'intérieur, vous avez les questions et les réponses. Que les vraies oreilles sont peut-être celles du cœur. Et qu'alors, vous avez des dons qu'on n'imaginait même pas. Qu'on a ces dons de télépathie, de clairaudience, de clairvision, qui sont très simples. Et les enfants les ont, ces dons-là. Donc c'est pour ça que je pense que les ayants, ils ont pu développer toutes ces qualités. Mais tous ces signes particuliers de voie libre, comme je vous le dis, pas de développement social et économique sans développement intérieur. Mais ce n'est pas seulement pour eux, c'est que toutes les équipes de voie libre qu'il y a ici, parce qu'en Europe, on est en Suisse, on est en France, on est en Belgique, on a une association en Finlande aussi, et on a des tas d'antennes partout, des petites antennes de bénévoles. Je crois que tous les gens du réseau sont des gens qui vivent tout cela, sont des gens qui savent que sans développement intérieur, ils ne vont pas y arriver. Avec un salaire extérieur, un travail commandé à l'extérieur, ils vont être coupés d'eux-mêmes. Et ils n'auront pas cette créativité qui fait qu'à un moment, cette créativité, elle vient du fond, elle vient de vos tripes pour clamer vraiment votre vraie légitimité de vivre. Peu à peu, en fait, il s'est avéré que c'est les femmes qui dirigent. On a 80% sur les 500 employés, 80% de femmes qui ont ce don finalement de gouverner et d'avoir l'œil à tout et de voir comment vont les enfants, comment va la maison, d'être présent la nuit quand arrivent toutes les femmes qui sont pleines de sang et qui ont été battues et qui sont au service véritablement de nouvelles entreprises qui sont indispensables. Et il y a une clé qui me paraît tellement importante et qui me paraît évidente, c'est que j'ai travaillé dans des grands organismes et j'étais toujours étonnée de voir qu'on donne tous les pouvoirs à des expatriés, comme j'ai été la première fois en Bolivie, et en fait, un expatrié a vécu dans la rue, un expatrié sait ce que c'est que le froid la nuit, un expatrié a été battu et il peut comprendre vraiment les femmes battues. Non. Les spécialistes, c'est vraiment les pauvres. Donc imaginez dans vos communautés, dans vos villes, dans vos projets, si vraiment on faisait silence pour que les plus pauvres racontent ce qu'ils vivent, ou qu'on écoute de silence à silence ce qui se passe. La transparence, je l'ai affiché dès le début en disant 100% des dons, des parrainages et des microcrédits pour la Bolivie. Bien sûr que tout le monde m'a dit, mais tu es folle, ça ne va jamais marcher. Et alors, comment vous allez vivre? J'ai le SMIC. J'ai le SMIC, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, j'ai une poubelle, oui, qui date de 20 ans. Mais c'est simplement, je chausse les chaussures des pauvres, comme toutes mes équipes qui gagnent le minimum. Et je remercie beaucoup la mairie de Genève, je suis très reconnaissante, parce qu'à Genève, on a un grand centre de réinsertion avec une vingtaine de personnes qu'on réinsère chaque année, et qui sont des perles parce qu'ils ont cet idéal, ils ont envie d'avoir un travail utile, de trouver un sens à leur travail. Et du coup, c'est des salaires qui sont payés par l'hospice général, par le chômage, et qui fait qu'on peut se permettre... on arrive à continuer à dire 100% des dons grâce à des donateurs, des mécènes généreux qui nous aident pour certains frais, et puis les cotisations des membres. Donc cette relation nord-sud positive me paraît très importante, parce qu'ils ont l'habitude d'une relation très négative, les gens du Sud, et quand on les écoute vraiment. Et là, non, parce qu'ils savent qu'on vit au diapason. Au moment où je vous parle, vous avez des centaines d'enfants et de jeunes qui sont en train de m'écouter, qui sont avec moi, qui savent très bien que vous êtes ici, parce qu'ils sont préparés, ils ont écrit beaucoup de choses sur la créativité ces derniers temps. Donc comment est-ce qu'on arrive à vivre de façon universelle avec les gens qui sont dans nos projets? Je veux vous parler aussi d'un projet très innovateur
à partir des enfants. Regardez cette gamine qui est en prison, elle accompagne son père. En Bolivie, 83% des prisonniers dans toutes les prisons de Bolivie n'ont pas de jugement. Donc en fait, souvent ils sont innocents, puis ils attendent 7 ans de retard de justice pour attendre leur jugement. Donc cette situation m'a bouleversée, surtout que j'ai commencé à m'amuser avec les enfants, là, dans ces prisons immondes où ils étaient violés, battus. J'ai donné des microcrédits. Ils ont construit eux-mêmes leurs ateliers. J'avais un responsable de la coopération suisse qui avait passé, il avait laissé des machines qui étaient dans un coin. Et quand il a vu que tous les ateliers étaient construits, il m'a dit « Mais vous en avez eu pour beaucoup ?» J'ai dit « Combien croyez-vous » Il m'a dit « 200 000 francs ». J'ai dit « Non, 2500 $. » Pourquoi ? Parce que c'est eux qui l'ont fait. Donc ça veut dire qu'on arrive à faire des miracles. Ils arrivent à faire des miracles avec très peu d'argent, puisque c'est eux qui comptent sur eux et c'est eux qui créent les projets avec leur réseau. Donc ils doivent mettre en place un réseau, ils doivent multiplier leurs contacts et ils doivent, eux, se creuser la tête pour inventer leur économie de proximité. Aujourd'hui, dans cette prison, on a 162 menuisiers qui fabriquent énormément de choses, qui sont vendus par les femmes à l'extérieur de la prison. Et ça, c'est la banque de la confiance qu'on a créée avec eux en prison, avec tous les gamins qui étaient là, 200 gamins dans chaque prison. Et puis voilà ce qu'ils ont fait avec les microcrédits. Ça veut dire que si je commence en haut, ils sont devenus artistes, ils ont peint. À droite, c'est Alberto, Alfredo, qui a formé 42 pas joailliers, oui, des joailliers, pas des géoliers, des bijoux. Et en bas, une fabrique de chaussures, et à droite, la fabrique de couture en prison. Donc, c'est comment est-ce qu'on transforme les prisonniers de l'intérieur. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas de microcrédit, il n'y a pas un microcrédit qui est reçu s'ils ne disent pas « oui, je l'ai fait » et pourquoi je l'ai fait, et que toute l'équipe est autour. Donc tout un travail intérieur de conscience pour travailler aussi avec les agresseurs. Ces prisons sont devenues on ne lutte pas contre la violence en Bolivie, on a fait la campagne pour les bons traitements. C'est jamais avec des mots négatifs qu'on va toucher les agresseurs. Parce que le but, c'est que les prisonniers sortent en n'étant pas des récidivistes. Et aujourd'hui, on y est arrivé. Au début, quand on travaillait dans les prisons, il y avait 85% de récidivistes. Vous savez combien il y en a aujourd'hui ? Devinez. Devinez. 12,5%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voyez tout ce qu'on entend sur les prisons en Suisse. Hein. C'est vrai que c'est un de nos souhaits, c'est de rencontrer quelques hommes politiques qui disent « Tiens, on pourrait intégrer ça dans notre politique ». On parle des locaux, on dit « Ah, il n'y a pas assez de place, il y a trop de prisonniers ». On s'en fiche, la place. Vous croyez qu'ils ont la place, eux ? C'est la place à l'intérieur qui est importante. Comment est-ce qu'on fait la place dans leur cœur ? Comment est-ce qu'on fait la place dans la société pour les prisonniers ? Comment est-ce qu'on les accueille ? Comment est-ce qu'on les recueille ? Comment est-ce qu'on ouvre leurs possibilités ? On parle d'1 million de bénéficiaires, mais quand ils sortent ceux-là, on n'en parle pas des bénéficiaires invisibles. Ils retournent dans leur communauté, ils vont faire des bijoux, ils vont peindre, ils vont faire de la couture. Donc c'est des milliers de petites entreprises qui vont se multiplier ensuite. Regardez ce garçon, vous êtes à La Paz, 4200 mètres. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce gamin ? Il est mort, il est en train de mourir, il est drogué. On peut se dire tout ça et on peut se dire qu'on va l'aider. Il n'a pas besoin d'aide, il a juste besoin de respect, qu'on le mette debout à partir de cette lumière intérieure qu'il a comme vous, de rallumer sa lampe de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu ? Spécialiste, IT spécialiste, il est devenu informaticien. Donc je vous laisse mesurer le travail. Moi, je vous fais ça rapide, hein, j'ai juste quelques minutes encore. Hein. Ça va ? Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on regarde chez l'autre ? Est-ce qu'on regarde les apparences ? Hein ? Moi qui ai un enfant handicapé et qui travaille avec des gens malades et qui sont horribles dans la rue, ils sont complètement déformés. Au-delà des apparences, il y a une beauté incroyable au fond des êtres. Tous ces gamins qui étaient dans ce tunnel, il y avait 250 gamins. J'ai été emmenée au milieu de la nuit par un gamin, c'est tout un autre projet. Rapidement, je vous la fais rapide, c'est entreprise de céramique. Tous ces gamins qui étaient mourants au fond de la mine aujourd'hui sont entrepreneurs. Ils forment tous les autres. Toujours ce besoin de transmettre et d'aider les autres. Toutes les femmes qui sont battues ont fabriqué 35 000
sacs sur lesquels c'est écrit « Tu es aimé, valorisé », avec le numéro d'appel de secours contre la violence, en cas de violence. On a envoyé 35 000 enfants à l'école cette année. Et toute la production des femmes en Bolivie, on a 250 femmes qui remplissent des containers avec 250 produits, alors qu'on a commencé avec des cartes qui étaient complètement minables. Donc de se dire qu'aujourd'hui, tous ces gens-là fabriquent leurs containers, ils ont tout un marché local qui donne de l'autonomie à la fondation, ils exportent des articles d'extrêmement bonne qualité. J'arrive. Et la semaine passée, on a eu 2 semaines de vente à Manor, en Suisse. Ça veut dire qu'on a vendu 30 000 francs en 10 jours, plus que des grandes marques. Donc j'ai terminé pratiquement. Simplement pour vous dire que les miracles sont possibles et que 20 ans, c'est long quand il faut travailler nuit et jour avec des gens qui souffrent. Mais quand on sait que c'est juste une illusion et qu'au fond, ils sont capables de donner leur vie pour les autres et que l'idéal n'est pas entamé, ben on arrive à cette confiance qui fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai gouvernement des enfants au lac Titicaca qui se forme 2 mois par année avec 200 jeunes, la majorité de nos employés qui ont des grands espoirs pour l'avenir. Ça veut dire peut-être que le gouvernement les écoute pour imaginer qu'on pourrait transformer vraiment leur pays et le monde. Merci.